Bon, bonjour. Je remercie aussi, on en parlait tout à l'heure, le fait que notre discipline est aveugle quant à son propre passé, ce qui n'est pas le cas d'autres disciplines, notamment des sciences humaines, qui sont très attentives à leurs archives, à leur histoire. Donc merci pour m'avoir invité. Moi, je ne suis pas historien, donc peut-être un moment, il y a des historiens qui parleront. Donc je crois que j'ai bien dit mon positionnement. Je suis directeur adjoint du laboratoire de psychologie sociale de l'Université de Paris-Nanterre. Donc ce que j'ai pu faire, c'est rappeler une frise chronologique. Alors j'ai pris des périodes 64-2024. Oui, on est prospectif aussi. 2024, c'est la fin du contrat. Bon, comme on sait que l'inertie universitaire, on suppose que ça va bouger d'ici 2024. Donc 64-2024, 60 ans. Donc, je vais parler de quelques formes institutionnelles, à quoi ressemblait le laboratoire, et des mouvements. Donc, moi, j'ai appelé ça polydoxie. J'aurai un autre label tout à l'heure, plus drôle. Moment où on suit plus une ligne, et un moment où on est plus polydoxe. En époque, c'était très polydoxe. On ne pliait pas sur un directeur de thèse à mon époque. C'était incongru et incestueux. Donc, aujourd'hui, c'est bien différent. Alors, comment ça marche ? Il bouge plus. Là. Ah, c'est celle-là. Voilà. Donc voilà le plan que je vais suivre. Donc je vais proposer une chronologie. Je vais rappeler des éléments d'environnement institutionnel. Parce qu'un laboratoire n'est jamais tout seul, il est dans un cadre. Je vais rappeler quelques éléments très peu sur les personnes. Il y a quand même quelques personnes qui ont contribué. Je vais rappeler des formes institutionnelles, quelques paradigmes qui existent, qui ont existé, et puis ces fameuses tensions entre polydoxie et orthodoxie. Donc la chronologie. Alors pour simplifier, moi quand c'est compliqué, on découpe. Moi j'ai découpé en période de 15 ans. Donc 64, 79, 80, 95, 95, 2010 et 10, 2010, 2024. Ce sont des périodes de 15 ans, parce que c'est une période longue quand même, 60 ans. Alors, l'environnement. Alors, si on vient sur l'environnement. L'environnement de Nanterre, bon, plus ou moins connu. Donc là, c'est la création d'une faculté en 1964 là, a été inaugurée par Georges Pompidou, donc dans une philosophie vraiment de modernité, de vouloir déplacer. Ils avaient l'ambition, mais qui pas encore donné, de vouloir mettre Sciences Po dans le bâtiment de Nanterre. Bon, c'est pas encore là. Mais bon, il y avait une construction de nouveaux bâtiments, d'une faculté en plus extramuros, en dehors des murs de Paris, ce qui était déjà pas évident. Et donc, à l'époque, de 3000 étudiants à peu près. Voilà. Et en 1970, une université est créée, université de type SHS. Bon, dans d'autres pays, on appelle ça une faculté, mais on appelait ça une université. Donc le bâtiment, notre bâtiment historique, qui n'a pas bougé, voilà, toujours le même, dans son environnement près de la Défense. Voilà. Donc évidemment, pour la plupart des gens, Nanterre, c'est un peu, mais il y a des stéréotypes qui arrivent, ce sont des stéréotypes évidemment, mais les stéréotypes, ils existent. Quand vous allez sur la place de la Bastille, maintenant, il n'y a personne qui se promène avec des pics et des fourches à foin avec des têtes au-dessus, mais on y pense quand même. Voilà, donc c'est les stéréotypes. Donc nous, le stéréotype, il y a eu un mouvement social étudiant important en 68. Moi, j'ai pas connu ça. Bon, même si je parais très vieux, j'ai pas encore connu ça. J'ai pas connu ça, moi j'ai connu ça. J'ai connu Daniel Cohn-Bendit venant recevoir son doctorat honoris causa de l'université Paris-Nanterre. Voilà, c'est pas la même époque, c'est pas le même moment. On sent bien, voilà, il a revêtu sa robe. Voilà, et on était fiers de l'accueillir. On était fiers de l'accueillir. Et d'autant qu'à cette époque, à ce moment-là, il a fait lui-même un retour historique sur ce qui s'est passé. Et il a notamment, il a fait dit des choses intéressantes, et notamment regretté d'avoir traité de SS le président de l'université qui était arrêté par la Gestapo. Et voilà. Mais c'est important, le retour de l'histoire, et c'est un mouvement émouvant, je dirais, de dire ça. Bon, après, nous, bon, à vrai dire, le plus important, c'est qu'on on donne aussi des doctorats honoris causa à d'autres que des célébrités. Là, c'est le doctorat honoris causa attribué à Milton Rockich, donc le père du dogmatisme, des valeurs, etc. Donc, enfin, à la fin de sa vie, il a eu un doctorat honoris causa à l'université Paris-Nanterre. C'est pas par hasard, évidemment. Donc pour ceux qui connaissent pas du tout l'environnement, c'est parisien. Voilà, je suis en bas à droite. Là, voilà, l'idée, c'est que voilà, on est université, mais voilà, il y a un petit environnement rien qu'à Paris. Voilà, on me donne des numéros. Bon, c'est un truc, c'est pareil, c'est très jacobin.
c'est un escargot qui commence au début. Et c'est la loi Faure, hein, la loi Faure, je vais y revenir, qui a créé. Donc voilà, donc on voit bien que le positionnement n'est pas du tout le même, puisqu'on voilà, on n'est pas seul dans un désert, il y a plein de concurrence autour. Et on n'a pas mis ici les écoles d'ingénieurs, polytechniques, etc. On a mis que le. Voilà. Donc, je pense. Alors, comme on est petit, quand même, 34 000, c'est trop petit pour le gouvernement. Donc, je dis, il faut vous associer avec d'autres si vous êtes trop petit. Donc, on a fait une petite alliance. Enfin, c'est une commu, ce qu'on appelle une commu, avec Paris 8. On en a parlé hier de Paris 8. Mais c'est une alliance dans laquelle on a signé comme quoi finalement, on serait jamais fusionnel. On est bien ensemble, mais jamais pareil. Bon. Donc ça fait à peu près plus de 50 000 étudiants, mais bon, voilà. Mais ça va avoir des conséquences pour le labo. Ça va avoir des conséquences. C'est pour ça que je le présente ici. Bon, nous on aime bien changer de nom. C'est parce que c'est pas très stable. Nos noms changent à peu près à chaque voilà. Donc au départ, c'est la faculté de Nanterre. Ensuite, c'est l'université Paris 10 avec la loi Faure avec un numéro. L'université Paris 10. Au moment où on s'est dit, tiens, à côté, il y a quand même le plus grand quartier d'affaires d'Europe. On va quand même, faut leur faire un signal quand même. Hein. Donc on s'appelait Université Paris Ouest Nanterre à Défense. Un autre président arrive, dit finalement, c'est un peu long pour les morts de travail, c'est pas évident. Donc, on s'est appelé Université Paris-Nanterre. Donc voilà, maintenant, c'est à peu près stabilisé, c'est Université Paris-Nanterre. On a payé des consultants pour faire ça. Ils nous ont dit surtout, pourtant... Non, c'est vrai. J'étais à l'époque vice-président recherche et j'ai contribué à créer ce nom. Assez étonnant. Et bien sûr, la commu, on est modeste, on appelle ça la commu Paris-Lumière. Voilà. Comme on est en banlieue nord et banlieue ouest, on se dit, voilà, il faut augmenter la chose. Voilà, c'est notre logo. Alors, pourquoi ça bouge d'un côté et pas de l'autre? Oui, alors vous êtes aussi, la plupart d'entre vous sont universitaires ou étudiants, mais notre environnement institutionnel, c'est aussi que ça bouge beaucoup. C'est-à-dire que là, je vais parler du labo, mais le labo, il n'est pas dans le vide, il est dans un environnement. La loi Faure, la loi Savary, qui a ramené l'âge de la retraite des profs de 70-65 ans, qui a rendu les services des profs équivalents au maître de conf. Enfin, c'est très important. Hein. La contractualisation, Erasmus, et j'ai entendu parler de ça dans le labo. Hein, la contractualisation, Erasmus, voilà, la loi Pécresse. Ça dit rien aux jeunes, évidemment, mais le classement de Shanghai, bah oui, ça compte. Bologne, notre cher collègue Jean-Marc Monteil, qui était à l'origine de la création de l'agence d'évaluation, la loi Fiorassou, la loi OR, la loi PPR, le regroupement, voilà. Et puis le secrétariat à l'investissement, hein, qui gère la moitié du budget de l'État, de la nation, du budget universitaire, avec les fameux programmes d'investissement d'avenir et la HERS, etc. Donc je pourrais faire une petite interrogation pour savoir si vous vous souvenez, ça veut dire ORE et PPR. Mais ça va vite. Mais c'est le système français où on bouge tout le temps. Enfin, donc les laboratoires sont dans cet environnement-là. Voilà. Donc c'est une université SHS hors extra-budgétaire. Voilà, on donne de l'argent et pas trop. Si les moyens de recherche sont concentrés essentiellement sur les sciences du passé, c'est bien. Bon, on commence un peu à la drip, c'est bien. Les arts, la culture, les humanités, mais pas du tout. Donc il y a tout. On a un LabEx, passer dans le présent. C'est ce qu'on fait, passer dans le présent. On est dans le voilà. La mémoire, c'est du passé, mais elle est dans le présent. Voilà, on est dans les arts, dans l'INSHS, tout ça. Donc tout ça. Et donc il y a une autonomie incroyable de la recherche en psychologie, puisqu'on n'est pas doté, pas associé, peu de coopération avec l'extérieur. Et on fait des progrès quand même. On s'est réunis, j'en parlerai plus tard. Et donc notre environnement, c'est un département de psychologie et avec une section de psychologie sociale qui existe depuis mais très distincte, indépendante, avec des barrières infranchissables, avec d'autres sections comme la psychologie du travail. C'est étonnant, mais ce n'est pas le cas de toutes les universités. C'est pour ça que je le précise. Bon, bien sûr, il y a aussi un environnement physique. Donc, à la création, c'était prévu pour à peu près 10 000 étudiants. Donc, c'était bien, enseignement en petits groupes. Il y avait même des espaces d'essai expérimental conçus pour la recherche. Didier Anzieux, c'est un psychanalyste que peu de gens connaissent, mais enfin, il est important. Didier Anzieux avait créé, avec Jean Maisonneuve, des salles expérimentales avec de la Santin qui ont été détruites pour fabriquer des choses comme ça. C'est sympa, mais voilà, finalement, c'est très banal. Je veux dire, donc après, bon, voilà. Et maintenant, on est passé maintenant à 34 000 étudiants. Et entre-temps, moi, je n'ai jamais eu de bureau pendant 15 ans à Nanterre. Donc, on a inventé le flex office, c'est bien. Le télétravail, c'était nous, bien avant. Donc, et en plus, la sobriété énergétique, c'est encore vrai maintenant, puisque l'eau chaude n'est pas encore arrivée dans le bâtiment.
Donc on est très très fort, on est très en avance, Voilà. Et bien sûr, ceci dit, j'y reviendrai, on fabrique notre environnement aussi. On a on a inauguré récemment un nouvel cadre de recherche important. Je suis très Lewin, moi, environnement, personne. Puisque je suis pas historien, je ne sais pas faire. Moi, on m'a dit, je sais faire que du Lewin, moi, je ne sais pas faire autre chose. Donc, les personnes. Donc, d'abord, il s'agit de savoir combien on est depuis la création. Et qui sommes-nous? Bon, si j'ai seulement feuilleté, enfin, c'est compliqué parce qu'il n'y a pas d'archives, donc pas évident. Alors, effectivement, il y a 3 groupes. Il y a les disparus qui sont là. On a tous, normalement, on va tous arriver là, mais c'est ceux qui sont là. Il y a ceux qui ont passé par le laboratoire, je parle que les titulaires, et ceux qui sont encore dans le laboratoire. À un moment donné, on va tous glisser vers le bleu. Il y a 2 choses sûres dans la vie, c'est la mort et les impôts, donc ça c'est sûr. Et donc on voit que l'effectif, c'est pas aussi énorme que ça. Un laboratoire de ce type-là, c'est une trentaine de personnes sur 60 ans. C'est pas énorme, c'est pas considérable. Et aujourd'hui, on est passé en gros, on a près une douzaine, dont 7 femmes, je le note. Et les 2 tiers des collègues qui sont actuellement dans le labo ne sont jamais passés par Nanterre. Donc ça, c'est aussi important. C'est un labo qui est, pour les 2 tiers, enfin, la culture interne, disons, est très nourrie par des collègues qui n'ont pas du tout passé par Nanterre. Donc je vais pas lire les noms, hein, c'est absurde. Je vais parler que de 2 personnes, parce qu'on ne peut pas parler de tout le monde. Mais vous en connaissez sûrement. Enfin, je pense que Jean-Claude Deschamps a été assistant à Nanterre. Enfin, il y a énormément de gens qui sont passés par Nanterre, connus, voilà. Dominique Oberlé, enfin, il y en a plein de gens connus. Mais je vais parler de 2 noms rapidement, hein, parce que je dis que je ne tiendrai pas longtemps le micro. Donc voilà, je donne juste le nom des professeurs qui sont passés. Il n'y en a pas tant que ça non plus. On voit qu'on passe on passe d'une équipe de basket 5 à une équipe de foot. À peu près. La taille, c'est à peu près ça. Ça donne une idée. Voilà, au départ, ils sont 4-5 et on arrive à peu près une douzaine aujourd'hui. Je parle que de psychologie sociale. Donc c'est l'équipe. Donc voilà, je donne les noms. Bon, vous les connaissez, Eva Drozda, Claude Chabrol, Jean Maisonneuve, Jean-Pierre de Conchy, évidemment, Constantin Abadéa, etc. Enfin, des gens que vous fréquentez. Bon, je ne vais pas dire, je n'ai pas le temps de faire des biographies, je ne sais pas faire ça. Hein, des gens importants, bien sûr, Jean Maisonneuve, agrégé de philosophie, qui crée à Nanterre la 2e chaire de psychologie sociale en France après celle de Jean Suetzel, hein, qui était à la Sorbonne, enfin la Sorbonne principale. Et donc il y a une vision que je n'ai pas connue directement, mais ça a été j'ai croisé un moment, j'ai eu ses cours en tout cas, qui avait une vision de la psychologie sociale, bien sûr, qui était une discipline nouvelle, importée des États-Unis, et donc pour qui la psychologie sociale, c'était une science carrefour, finalement, où on devait trouver des gens qui avaient plutôt une culture de psychologie, une culture linguistique, une culture de psychanalyse, une culture d'anthropologie. Et au fond, voilà, c'était le moment où c'était une vision assez de philosophe. Et il a été bien sûr très important dans l'importation de ce qu'on appelle à l'époque la dynamique de groupe ou la psychologie expérientielle des groupes, le training group, donc qui est allé, puisque sur les frais américains, d'ailleurs, beaucoup de collègues sont allés aux États-Unis. On fait des voyages comme Alain Touraine, etc. Sont allés aux États-Unis et ont importé ces méthodes donc de dynamique de groupe. Alors en plus, ça a été ensuite retravaillé à la française. On a mis de la psychanalyse là-dedans. Alors c'était pas au départ, c'était pas vraiment le schéma. Donc, et bien sûr, il a par ailleurs une autre partie de son travail plus scientifique qui est très intéressant sur le domaine des infinités et de l'esthétique, mais ce n'est pas le sujet ici. Mais voilà, c'est le créateur, le fondateur, je dirais, de la recherche. Et d'ailleurs, il n'aimait pas du tout, il préférait le mot. Il y a eu ce débat très longtemps, psychologie sociale, sociologie, etc. Lui était plutôt psychologie sociale, etc., plus généraliste, même si il est considéré comme un fondateur de la psychosociologie. Donc il a recruté plein de gens, donc des linguistes, des gens qui venaient de l'entreprise, voilà, il a recruté plein de gens, 4-5, mais enfin des gens importants. Au moment, il recrute Jean-Pierre de Conchy, donc qui venait lui du laboratoire de vie sociale de Robert Pagès, donc CNRS. Donc déjà, il a pu être promu professeur. Donc il y avait une vision, on peut dire ça, c'est un homme, il y a des gens qui ont des visions. Donc l'idée que la psychologie expérimentale basée sur la preuve est importante et elle peut capable de traiter des objets complexes et pas seulement des choses microscopiques, voilà, des stimuli, mais bien des objets complexes,
notamment des idéologies. Donc il a créé, voilà, il a une œuvre derrière lui, bon, je vais pas en parler ici, ce qu'on appelle la psychologie sociale des systèmes idéologiques, au-delà. On lui partait de la religion catholique en particulier sur l'orthodoxie, mais d'où le docteur Escosa qui l'a invité de mettre en recul plutôt sur le dogmatisme et l'autoritarisme. Et sa femme, voilà, il faisait ce qu'on appellerait aujourd'hui la cognition motivée. C'est-à-dire comment je suis dans un système et à la fois j'ai un but de type rationnel, mais aussi la pression sociale. Et donc, il avait des formules assez célèbres. La fragilité rationnelle de l'information est compensée par la vigueur de la régulation sociale. On est tous les jours dans ce système-là, où à la fois on a des éléments de raisonnement, enfin voilà, et en même temps on est pris après une pression sociale. Donc on appelle ça aujourd'hui la cognition motivée. Il n'aurait même pas du tout aimé ce terme-là, j'en suis sûr. Et une partie de la dernière partie de sa vie, il a consacré à la psychologie sociale des croyances sur la nature humaine. Qu'est-ce que c'est que la nature humaine, voilà. Il a une contribution institutionnelle importante puisqu'il s'est appuyé sur il a institué au laboratoire une culture internationale et avec ses collègues Jean-Marc Monteil et Jean-Léon Dubois, créé Nicole Dubois avec tout ce Jean-Léon Beauvois. Créer toute une culture. En fait, c'est aussi ça. Enfin, c'était parce que on parlait de pourquoi ça marche, pourquoi ça marche pas. Bah, c'est parce que c'était eux et pas d'autres. Voilà. Donc des réseaux de recherche, aussi nationaux et internationaux. Donc instituer une culture. Et c'est vrai qu'à Nanterre, on a toujours connu tous les jours, toutes les années, des passages de professeurs importants. Je sais pas, tous les grands noms à peu près sont passés par là. Robert Zaillon, je sais pas, on a pu voir. Enfin, c'est pas un endroit isolé. Ça, c'est important. Et cette culture-là, il l'a maintenue. On la maintient aussi toujours. Il y a très peu de noms. On va dire c'est plus facile de trouver des noms qui ne sont pas passés par Nanterre que des noms qui sont passés par Nanterre. Et de ce côté-là, il y avait cette culture qui vient du laboratoire de Pagès. Moscovici l'avait aussi de faire voilà, d'un brassage. Je veux dire un lieu de brassage important. Alors, il y a un moment important, c'est-à-dire qu'à partir de... Il s'est trouvé que il y a une question démographique. C'est-à-dire que c'est les premiers fondateurs arrivaient à un âge, finalement, où il y avait beaucoup de gens qui partaient à la retraite. Et Jean-Pierre de Conchy a pris l'initiative à ce moment-là, et c'était une initiative orthodoxe, de ne recruter que sur des profils plus expérimentaux, de sorte de resserrer le laboratoire sur une thématique voilà, où les gens puissent se parler mieux, etc. Donc, mais il reste en même que 2 tiers je l'ai répété là, mais voilà, 2 tiers des membres ne viennent pas de Nanterre, mais on a recruté et on continue de le faire sur un seul profil, plus social expérimental. Après, c'est un chapeau à large bord dans lequel on peut mettre plein de choses, mais voilà, ça a été vu, j'en parlerai, comme un axe fort quand même. Alors, donc les formes institutionnelles. Maintenant, je vais revenir sur les formes institutionnelles. Ces laboratoires. Bon, en industrie, on appelle ça des laboratoires, des équipes semi-autonomes. C'est en fait, en gros, il y a une direction, mais on leur laisse gérer un peu leur affaire. Voilà. Je reviendrai sur l'industrie parce que voilà. Donc au départ, ça s'appelait en 66, de 66 à 80. Il n'y a pas vraiment de laboratoire, il n'y a pas vraiment d'équipe de recherche constituée, structurée, etc. Et donc au départ, ça s'appelle le laboratoire de psychologie sociale et de sciences d'éducation. De fait, c'est les créateurs de Nanterre. Jean Maisonneuve, Jean-Claude Fillou, etc. C'est des gens qui se retrouvaient autour des sciences humaines, d'une science humaine un peu large, un peu ouverte, enfin, c'est des philosophes. Hein. Et il y avait une section bien de psychologie sociale, mais un laboratoire commun entre psychologie sociale et sciences d'éducation. Et à un moment donné, alors c'est pas évident de reconstituer les dates, autour des années 80, voilà, s'est créé un noyau de collègues, dont Jean-Pierre de Conchy, autour d'un thème. Donc, à l'intérieur d'une plus grosse structure qui regroupait l'ensemble de la psychologie, mais une équipe de psychologie sociale de recherche. Donc, vous voyez l'effectif, il a doublé, hein, parce qu'il y en a 6. Ça s'appelait représentation sociale et processus idéologique. Donc, il y avait la représentation sociale était centrale avec les processus idéologiques. Et puis, on voit progressivement l'équipe change de nom et abandonne la partie représentation sociale, et ça devient comportements sociaux et processus cognitifs. Et aujourd'hui, ça s'appelle psychologie sociale des comportements et des cognitions. Avec l'idée, il y avait Patrick Kosling, ça a joué un rôle à ce moment-là. Effectivement, dissonance cognitive, c'est comment les comportements et les cognitions sont joués. Toujours à l'intérieur d'équipe. Donc on voit des changements de nom. Donc on voit, si on regarde bien, qu'est-ce qui a constitué cette équipe-là, je le lis rapidement, c'est le consensus porté majoritairement sur le recours à la méthode expérimentale, le quasi-expérimental, appliqué à l'étude des représentations sociales,
de plus en plus référé au processus cognitif. Donc voilà, le cœur du sujet finalement de notre équipe, c'est plutôt une approche expérimentale, quasi expérimentale, voilà. Mais le point de départ a été une équipe, un travail sur la représentation sociale, mais progressivement, on est arrivé à une équipe plus large, comportements sociaux et processus cognitifs. Alors, il s'est passé il y a un autre point d'inflexion, le premier point d'inflexion donc des années 80, et un autre point d'inflexion en 2007, puisque il y a eu des échanges entre puisque j'ai présenté une carte tout à l'heure, entre les 3 équipes de psychologie sociale, disons basées sur la preuve, on peut dire ça, à Nanterre. Il y avait Nanterre, il y avait Saint-Denis, enfin, jamais Paris 8, Saint-Denis, Vincennes, et de Paris Descartes. Et on s'était dit, enfin, les collègues s'étaient dit, pourquoi pas fonder une seule équipe puisque je dis ça pour les collègues qui ne sont pas français, puisqu'il est possibilité de créer des équipes interuniversitaires. Donc là, l'idée, c'était de créer une seule équipe de psychologie sociale parisienne, voilà, qui aurait plus de poids, plus de visibilité, etc. Et donc, autour de la table, il y avait donc, il y avait Edith, je ne sais pas si elle est là, bon, il y avait Edith, il y avait Patrick Gosling, il y avait Eva Senkowska. Moi, je n'étais pas dans la direction à ce moment-là. Et finalement, ça ne s'est pas fait. Ça ne s'est pas fait complètement parce que Descartes, finalement, en arguant du fait qu'il y avait en même temps, on avait la politique de regroupement, les communes, etc., qui demandaient de se resserrer de se revenir à l'intérieur de l'université, mais aussi, je pense d'abord parce que il n'y avait pas la volonté. C'est parce que c'était eux, parce que c'était moi. Il n'y avait pas cette... voilà, ça a manqué à ce moment-là et on n'a pas créé finalement. Mais il restait donc 2 personnes à jouer ensemble, c'est-à-dire Nanterre et Paris 8. Et en plus, se crée à ce moment-là une commune, enfin l'association entre Nanterre et Paris 8. Donc on crée une unité sous double tutelle, Nanterre et Paris 8. Qui s'appelle le Laboratoire parisien de psychologie sociale. Donc en 2000, c'est pas si vieux que ça, 2009. Donc voilà. Donc il regroupe l'équipe de psychologie sociale, donc aujourd'hui 12 personnes, psychologie sociale, des comportements et des cognitions de Nanterre. L'équipe, au départ, l'équipe de Paris 8, Vincennes, Saint-Denis, voilà, qui s'appelait au départ groupe de recherche sur la parole et la pensée sociale, parce qu'il y avait des traces de Michel Rouquette à cette époque-là. Et aujourd'hui, ça s'appelle Enosis, études sur les normes sociales et l'identité sociale. Donc une équipe à Paris 8. Et aujourd'hui, depuis 2014, on a l'équipe de psychologie du travail a intégré notre unité de recherche et donc avec l'équipe travail, ergonomie, organisation et orientation. Et donc on forme une entité à 3 équipes, donc 2 de psychologie sociale classique et une de plus orientée travail, ergonomie, organisation, orientation. Donc il se fait à peu près une trentaine de titulaires. On ne sait pas très bien ce qui nous réunit, c'est, voilà, on a dit, voilà, le lab travaille à comprendre comment les individus mobilisent des ressources cognitives effectives pour accomplir l'activité dans un cadre normatif. C'est ça l'idée, ce qui est original. Voilà, c'est banal, mais enfin, pour mettre ensemble beaucoup de gens, il faut avoir des choses assez générales. On ne peut pas, voilà. Bon, les paradigmes de travailler sont évidemment ont beaucoup évolué au cours des années. Parce dans les années 60, au départ de la création de l'université, on était sur la dynamique des groupes, la psychologie sociale clinique, bon, qui a été un moment important à Nanterre. Beaucoup de collègues venaient de ce domaine-là. Alors que la psychologie clinique, c'est le mélange entre la dynamique de groupe et la psychanalyse. Alors c'est des gens qui faisaient on les retrouve maintenant ailleurs, on les retrouve en sciences d'éducation chez nous, ils sont partis en sciences d'éducation, on les retrouve en sociologie, à Paris 7, la sociologie clinique, on les retrouve, et évidemment en clinique. Mais c'était un moment important, donc alors, avec ce fameux débat psychologie, sociologie. Voilà. Et d'un autre côté, on avait la psychologie sociale expérimentale de terrain, ce qu'on appelle qui aujourd'hui serait interdite et bannie. Mais bon, on faisait des expérimentations de terrain sans demander des comités d'éthique. Je me souviens de Jean-Pierre de Conchy se promenant en voiture avec derrière, vous regardez l'effet qu'avaient des logos, soit une croix chrétienne ou le Parti communiste, et le nombre de fois que les gens le klaxonnaient. Bon, parce qu'aujourd'hui on ferait ça, on serait en prison, je pense. Et surtout qu'on mettait les deux. Voilà. Bon, on peut plus faire ça aujourd'hui. Bon. Mais c'est social de terrain, c'est-à-dire vraiment d'aborder les phénomènes macroscopiques et pas seulement microscopiques. Donc, dans les années
80-95, on est revenu sur des thèmes, donc sur la psychologie sociale sociétale, la psychologie sociale des systèmes idéologiques, dont la religion. À vrai dire, assez limité, puisque Jean-Pierre de Conchy a toujours dit, finalement, pourquoi il n'y a pas de psychologie sociale des religions en France? Parce que je suis là, c'est tout, et je suis le seul à en faire. Voilà. Donc, il n'y a pas eu de... Il y a eu ça paraît bizarre d'être aussi compartimenté, mais en fait, il y a cette idée que dans ce laboratoire, voilà, il y a une liberté quand même de travail, et donc les collègues travaillent sur les attributions. Il y avait Patrick Glossier à cette époque-là, il y avait les relations intergroupes, il y avait la psychologie du langage, Claude Chabrol, il y avait des collègues de clinique qui travaillaient sur l'identité sociale. Donc ça faisait quelque chose d'assez large, mais c'est la réalité du laboratoire. Dans les années 95, on s'est plus resserré quand même sur une dimension plus cognitive, donc psychologie sociale appliquée, dissonance cognitive, bien sûr, comparaison sociale, stéréotypes, persuasion, dans la perspective nord-américaine, relations intergroupes, biais cognitifs avec Eva Sienkiewicz, les biais cognitifs à l'intérieur des groupes, qui a fait l'objet d'un très beau bouquin avec Dominique Oberlé sur ce sujet-là. Et aujourd'hui, bon, voilà, on est encore sur ces schémas-là, beaucoup de psychologie sociale appliquée, basée sur des modèles. La psychologie cognitive appliquée aux relations sociales, on est moins social finalement aujourd'hui. Relations intergroupes avec Constantin Badéa, de la philosophie expérimentale avec des nouveaux collègues, et la psychologie sociale de la santé. Donc ça, c'est voilà, on est pour dire qu'on est assez large en termes d'appui. Ça se traduit aussi par la façon dont on forme les étudiants. On a plus de 1000 étudiants qui ont été formés par les masters, ce qu'on appelle aujourd'hui les masters, à l'époque ça s'appelait DESS et DEA. Donc le premier s'appelait, les premiers diplômes de psychologie sociale en France qui avaient un label DESS s'appelait le Conseil et formation psychosociologique. Et c'était vraiment de la clinique. C'est-à-dire qu'on prenait les étudiants... surtout pas après la maîtrise. On attendait qu'ils maturent quelque part dans des terrains, et ensuite on les ramenait à l'université, et il y avait tout un travail d'élaboration qui se faisait dans le cadre de dynamique de groupe, d'élaboration, et qui voilà, on appelle ça de la formation pour adultes aujourd'hui. Enfin, et donc conseil et formation psychosociologique. Il y avait aussi des relais à l'extérieur par les associations. Je crois que Jean-Léon Beauvois y a participé, la RIP, etc. Enfin, c'était un milieu singulier. Mais on voit que c'était pas un milieu, c'est un milieu qui n'était pas universitarisé. C'est toujours le problème de ces milieux-là qui sont en dehors de l'université, mais qui essaient d'avoir une légitimité en dehors de l'université. En 92, voilà, on a essayé de créer d'autres choses plus ouvertes, mais on voit qu'on est entre les deux là. On est chargé d'études. Bon, ça c'était moi parce que je venais de l'industrie. Chargé d'études, bon, c'est pas drôle. Consultant, on gardait le truc consultant, formateur en psychologie sociale. Donc on voit bien que c'est un truc entre deux, voilà. Ensuite, alors en même temps, entre-temps, il y a eu quand même, parce qu'il y avait DESS 2A, il y avait aussi un DEA, ce qui est important, un DEA commun avec l'école des études et Serge Moscovici, d'où beaucoup d'étudiants de Nanterre ont participé au cours de l'école des études du fait qu'il y avait un DEA commun. Et ça, c'est pareil, ça existait parce qu'il y avait Jean-Pierre de Conchy et Serge Moscovici. Voilà, aujourd'hui, on pourrait faire ça, il faut trouver des personnes, c'est une question de personnes. Et depuis, donc voilà, on retrouve une thématique plus classique, psychologie sociale appliquée, recherche, études, intervention. Maintenant, on est dans un master psychologie sociale, travail d'organisation, mais dans un parcours psychologie sociale, recherche, études, intervention. Le mot intervention, j'y reviendrai, il est important. Parce que c'est le retour du... Bon, est-ce que les interactions de la société, bon, il y en a eu, hein, c'est au départ, on voit bien qu'on est beaucoup plus sur la formation, hein, sur l'éducation, sur le travail social, sur un peu sur l'industrie, facteur humain, énorme travail de Jean Dubos à EDF, hein, énorme travail. Et après, ça s'est ouvert, bon, sur l'éducation, la santé publique, la mobilité, la justice, avec des positionnements intéressants, parce que certains d'entre nous ont eu des positions importantes dans des structures qui pilotaient ces ensembles-là. Donc la santé, la consommation, l'environnement, l'éducation. Aujourd'hui, voilà. Donc on est quand même connecté à des demandes, en tout cas, d'application. Ceci dit, si on regarde bien, c'est quand même une dynamique externe.
C'est pas nous qui... Pourquoi on est passé de 5 à 12? Simplement parce qu'il y a une croissance exogène. C'est une demande de formation des étudiants en psychologie clinique, qui nous a amené de passer de 5 à 12. On n'est pas passé à 12 parce qu'on était excellent, parce qu'on était bon, parce qu'on avait de bons résultats scientifiques, pas du tout. Parce que simplement, beaucoup d'étudiants frappaient à la porte. Donc on a doublé d'effectifs sans... voilà, pas pour des raisons exogènes, pas pour des raisons internes. Parce qu'on pourrait dire on est merveilleux, on réussit bien. Voilà. Non, pas du tout. Voilà, c'est aussi une façon, c'est une demande sociale aussi, mais c'est pas nous qui l'avons provoqué. Il y a peu de pilotage. Les équipes de recherche ne sont pas CNRS. Il y a peu de pilotage centralisé. Tout ce qu'on a, c'est des dispositifs de contrôle qualité qui arrivent après coup et qui nous donnent des sanctions à la GSIP, l'AERS, quelques projets ANR, etc. Bon, c'est pas vraiment, il n'y a pas vraiment de pilotage. Donc finalement, on a un domaine où il n'y a pas vraiment de commande publique, il n'y a pas vraiment de commande ou de public ou privé. Bon, on dire l'offre est supérieure à la demande. C'est une logique de l'offre. C'est nous qui allons offrir. Et donc, ce qui implique qu'il y a beaucoup de liberté laissée aux chercheurs. Je parle du labo, je veux dire, énormément de liberté laissée aux chercheurs pour définir l'agenda de la recherche. On est en quelque sorte une institution qui fait de l'auto-saisine. C'est-à-dire, tiens, pourquoi ça, c'est pas intéressant, je vais y aller. Mais c'est rare. Moi, je travaille pas mal avec l'INRA, c'est pas ça. C'est intéressant, vous allez y aller. C'est très différent. C'est très, très différent de ce qu'on fait. Donc là, pour faire plaisir à David, j'ai quand même mis mon petit schéma. Il m'a suggéré ça hier. Le petit schéma, c'est qu'on est tous scientifiques, c'est sûr. Mais c'est vrai qu'on est tenté par le métier d'ingénieur. On est aussi des citoyens, et des fois, on est des militants, des fois, on est des missionnaires, des fois, des mercenaires. Je suis plutôt avec les mercenaires. J'aime bien ce que... mais voilà, Jean-Pierre Deconinck travaille sur la religion et effectivement, il souhaitait vraiment qu'il n'y ait pas de confusion entre voilà, quelqu'un qui fait la psychologie religieuse de la religion et quelqu'un qui travaille scientifique. Donc cette tension-là, elle existe. Bon, pareil, aujourd'hui, on a des gens qui travaillent sur différents domaines, plus ou moins militants, et donc cette tension-là, elle doit être travaillée. Et elle est au travail. Je sais pas comment on dit, c'est psychiatre qui dit ça. Elle est au travail chez nous. C'est-à-dire, et chez nous, on a tous, de toute façon, on peut pas, notre motivation, elle peut être de quelque part. Si je m'intéresse, si je suis pas content comme citoyen des inégalités sociales de santé, ben je travaille dessus. Voilà, bien sûr. Mais sa motivation, elle vient parce que je suis citoyen et je ne suis pas content des inégalités sociales de santé, et donc je vais travailler dessus. Maintenant, pour autant, il faut que je reste quand même un scientifique. Donc c'est ça un peu notre... Je ne sais pas s'il y a un modèle, mais ça parcourt un peu notre culture, on peut dire. On fixe nous-mêmes nos agendas de recherche. Alors bien sûr, moi je fais des TSI, etc., mais on ne le fait pas toujours, mais quand même, c'est très important, c'est pas toutes les disciplines qui font ça. Donc aujourd'hui, si on regarde ça aujourd'hui, l'intervention, au départ, on n'aimait pas ça. C'était un concept central dans le laboratoire de psychologie sociale à sa construction au début. L'idée, c'est que je vais intervenir sur une situation. Jean Dubosc, personne ne connaît, mais bon, c'est un professeur de psychologie sociale et qui a écrit un bouquin très intéressant sur l'intervention sociologique, qui est en fait la version française de la recherche-action, dans lequel on va sur un terrain, on s'implique. Il a travaillé sur le barrage de Sarponçon, la construction, ça m'intéresse, je suis au Alpin, la construction du barrage de Sarponçon. Il est allé essayer de comprendre ce qui se passait lorsqu'on construit un barrage. La différence, il travaillait aussi sur son positionnement comme chercheur dans ce système-là. Et donc, avec une approche quand même clinique, mais pas seulement, mais pas clinique pure, c'est une clinique d'implication. Voilà. Et à un moment, on est passé, ça historiquement, notre laboratoire, c'est une logique qui est vraiment une logique plus de l'évaluation, ce qu'on appelle l'évaluation de programme. Donc, je suis sur un balcon et je note les points. Je dis, bah oui, non, là, il manque un groupe témoin, là, ça va pas. Bon, je l'ai fait, je l'ai fait pour différents organismes. Bon, on peut le faire, sur les messages de santé, par exemple. Bon, c'est une position qui est relativement facile, je veux dire, enfin, facile, dans le sens où c'est nous qui avons l'expertise. Voilà, il manque on pourrait faire plus de groupes témoins. C'est confortable, je dirais. On passe dans des commissions, notamment en santé, on paraît savant, c'est très bien. Et aujourd'hui, il y a quand même le retour de l'intervention. Parce qu'on voit quoi? On voit que d'autres collègues ont créé les nudges, c'est-à-dire des dispositifs. On sait bien que c'est un label marketing, mais peu importe. Les politiques publiques se sont appropriées des technologies que nous avons fabriquées, qui sont réappropriées. Et donc, on doit se poser la question nécessairement de quel moment on peut utiliser, je sais pas, l'engagement. Est-ce que je peux utiliser pour que les gens payent mieux leurs impôts, etc. Enfin, c'est une question. Tout d'un coup, on devient acteur et intervenant. Et ça change la donne. On n'est plus simplement et on dit, mais attention, est-ce que c'est possible d'utiliser des techniques subtiles pour vis-à-vis des citoyens? Est-ce que c'est raisonnable? Et d'un coup, là, je suis dans une logique d'intervention. Parce que l'acteur va dire quelque chose. Je ne suis plus simplement l'expert qui va juste a posteriori juger un dossier.
Donc c'est intéressant, et on a parlé tout à l'heure de recherche participative, on est dans un autre... voilà, on est passé dans une autre logique d'intervention. Bon, il faut bien dire quelque chose dans l'écologie. Je me dis, bon, il y a quand même des cycles dans la vie des laboratoires. Moi, j'ai appelé ça des cycles Médicis, des cycles Savonarole. Bon, c'est un mot... voilà, dans Médicis, on connaît, bon, voilà, c'est le baroque, voilà, c'est les fêtes, c'est formidable. Bon, voilà. Et puis à un moment arrive Savonarole et il dit, mais non, le seul Dieu réel, il n'aime pas tout. On va faire un grand bûcher, le bûcher des vanités, on va tout brûler, tout ça, et je veux la pureté. Voilà. Et j'ai l'impression qu'on vit des cycles Médicis, des cycles Savonarole. Et que mon petit schéma, on va dire, je l'avais pensé au départ à ça, par rapport à ça. Et je pense qu'au départ, on avait un cycle Médicis, c'est-à-dire qu'au départ, dans la création, il y avait une sorte de folie créatrice, enfin, je veux dire, où tout le monde partait, voilà, c'est une sorte quand on lit les textes, enfin, il y avait une sorte d'enthousiasme de création, et ça partait dans tous les sens. Il y avait des psychanalystes, des machins. Ça. Chez nous, je parle de chez nous, peut-être pas chez vous, mais chez nous, c'est comme ça. Ça partait de... J'étais pas là, mais bon, on voit bien dans leurs textes, il y avait la psychologie de terrain, la psychologie clinique, enfin, il y avait vraiment, on pouvait faire des choses extraordinaires, la dynamique de groupe, la psychanalyse de groupe, des choses, on pouvait créer des choses extraordinaires, voilà. Et c'était un cycle, voilà. Puis à un moment arrive le cycle Savonarole, voilà, et on dit, voilà, on va faire une approche quasi expérimentale et sociale dans le laboratoire. Non, alors, bien sûr, nous, ça nous fait plaisir. Moi, j'ai joué ce rôle-là, hein, et notamment au CNU, etc. Donc, on voyait le volontarisme de la DRIPS qui était là derrière. Mais quand on lit, effectivement, je l'ai dit, c'est en tout petit, mais c'est intéressant. On peut dire que l'histoire est écrite par les gagnants. Mais les perdants, qu'est-ce qu'ils disent? Mais il n'a pas fait... au départ de Jean Maisonneuve, j'ai vu ça sur sa nécrologie, un collègue qui a écrit, André Sirota, qui a écrit ça, il n'y a pas fallu longtemps pour que ces largeurs de vue, celles de Jean Maisonneuve, soit progressivement balayée par une nouvelle génération, moi, ayant une approche bien restrictive de la psychologie sociale et plus largement des sciences humaines et sociales. Donc pour ceux à qui on a imposé ce système-là, c'était pas si simple. Je veux dire, c'était pas si simple, c'était compliqué. C'est-à-dire voilà, on vit des cycles et nous-mêmes on est amenés à jouer certains rôles à un certain moment. Voilà. J'en suis pas le responsable. Je dis c'est des cycles. Bon, après, c'est reparti. On a recréé la psychologie sociale cognitive. On s'est lancé dans la cognition motivée. On a fait plein de choses. On est parti. Puis, à un moment, voilà, crise de la réplicabilité, nouvelle pratique, robustesse, bullshit. Là, il y a un nouveau collègue qui est arrivé. Un mot sur deux, c'était bullshit. Donc, je dis, c'est curieux. Je vais dire, pourquoi ils nous appellent bullshit tout le temps? Je veux dire, ça fait beaucoup. Non, voilà, j'ai bullshit. Et effectivement, voilà, parce que l'idée, c'est, voilà, il y a de nouvelles vérités, vous devez les appliquer. Bon, voilà. D'un coup, c'est nous qui étions en position de dire, mais vous êtes des nuls. Voilà, regardez, nous sommes des géants sur les épaules de nains. C'est un peu ça, le discours. Mais voilà, on est dans des cycles de ce type-là. Alors aujourd'hui, on a tous adhéré à ça. Tout le monde aujourd'hui dépose ses datas et on sait bien que c'est bien. Enfin, la question n'est pas là, mais je dis simplement que si on prend une perspective un peu lointaine, il y a des moments où on va, voilà, on appelle ça innovation versus contrôle qualité. Des moments où on laisse la place un peu d'innovation, puis moment on revient sur du contrôle. Alors là, on est dans une période de contrôle qualité, c'est clair. Pas seulement d'ailleurs dans les laboratoires, je pense dans les sociétales plus générales. Bon, ceci dit, on maintient... est-ce qu'on peut programmer l'hétérodoxie? C'est ça qui est intéressant. Il faut programmer l'hétérodoxie, je pense, dans le laboratoire. Déjà, il faut un consensus dans la recherche. C'est ce qu'a réussi à faire, je prends les équipes qui étaient présentes. Et après, un consensus, qu'a réussi à faire la DRIPS aussi, un consensus sur l'idée, bon, voilà ce qui est une recherche, voilà ce qui n'est pas une recherche. Ce qui est déjà bien, parce que c'est pas, dès qu'on sort de notre cercle, c'est pas aussi simple. Et là, j'ai pris des éléments classiques, mais puisqu'il y a une société spécialisée là-dessus, sur la valorisation de l'hétérodoxie, il faut quoi? Les libertés académiques, c'est certain. Nous, on a poussé loin dans notre laboratoire. D'ailleurs, je vois les collègues qui membres de nos commissions de visite qui nous le reprochent. On est trop de liberté. Diversité de point de vue, important, diversité de point de vue. Qu'on ne soit pas les mêmes, pas des clones. Et qu'il y a un désaccord constructif. Je vois les collègues de Genève qui sont là, désaccord constructif. Voilà. L'idée, c'est que finalement, c'est par le désaccord et les échanges qu'on peut progresser. Donc, on peut éventuellement programmer l'orthodoxie. Donc, effectivement, le laboratoire ressemble un peu à une arche de Noé où on a mis un peu... Voilà. Mais au fond, l'âge de Noé a ses vertus. Je veux dire, a ses vertus et ses défauts. Mais voilà, ça ressemble un peu à ça. Alors, je rappelle aussi juste un élément pour terminer, c'est que les équipes, je suis évidemment sur le schéma lewinien, c'est-à-dire je pense qu'il y a des personnes, des environnements, mais la différence, c'est que nous fabriquons nos environnements. Nous avons une production scientifique qui permet de nous légitimer, mais aussi nous fabriquons
nous avons une possibilité dans nos environnements de nous engager pour créer nos environnements. Donc le fait de la création d'Adris, par exemple, c'est une façon de créer un nouvel environnement. On a fabriqué un environnement qui n'existait pas. Et donc ça, c'est important de ne pas se concevoir évidemment, comme acteur de création de son environnement et pas se dire, oh là, je suis dans une barque incontrôlable, etc. Enfin, comme souvent, beaucoup de collègues, surtout dans le système français où tout bouge tout le temps. Voilà. Bon, je rappelle quand même que, alors, référence biographique, j'ai pas de biographie, j'en ai beaucoup. En fait, je suis pas historien, je découvre d'un coup, il faut faire des biographies, il faut aller chercher des archives, il faut faire des récits d'auteurs, d'acteurs impliqués, il faut faire de nécrologie. Il y a beaucoup de nécrologie. Il y a déjà une nécrologie importante sur notre laboratoire, hein, et intéressante d'ailleurs, parce que c'est souvent des moments où les gens font la synthèse de carrière qu'on n'a jamais. Hein. Il y a les archives personnelles. Moi, j'ai tout ce que j'ai récupéré ici, c'est sur mes archives personnelles. Nous n'avons stocké rien. Notre laboratoire, il n'a aucune archive. Rien du tout, ce qui n'est pas le cas de notre laboratoire. Le web et bien sûr des sites archéologiques comme Nanterre, vous pouvez venir voir, ça n'a pas bougé depuis les années 60. Les fenêtres sont les mêmes, les parquets les mêmes, c'est la même chose. Voilà, c'est très bien. À part les bâtiments nouveaux qui sont construits, mais la psycho étant marginale n'y a pas droit, évidemment. Et bien sûr, voilà, pour travailler sur le passé dans le présent. Nos collègues précédemment avaient cette idée-là, quand même. J'ai retrouvé un numéro du bulletin de psychologie qui présentait les œuvres, les travaux du laboratoire de psychologie sociale et de sciences d'éducation des années voilà, qu'on n'a plus l'habitude de faire ça. Voilà, on a pu, parce que c'est pas bankable, je veux dire, en termes de carrière, ou pas de votre temps. En fait, je veux dire, voilà, mais voilà, c'était quand même important. Et pour finir, je vais peut-être dire un mot, mais c'est surtout pour les jeunes. Je rappelle que les universités, ce qu'on a tendance à rationaliser lorsqu'on est on prend ce point de vue-là, se penser que tout c'est organisé, voilà, toutes les choses c'est planifié comme ça. Mais en fait, si on regarde bien moi j'en sais un peu la psychologie des organisations, et le modèle des universités a servi de modèle pour les organisations en général, et on n'est pas du tout système rationnel. Et j'aime bien le modèle de la poubelle. Et qui s'appelle le code de l'anarchie organisée. Et en fait, on fonctionne beaucoup comme ça. C'est-à-dire, nos universités, et pas seulement les universités, je pense, les organisations. C'est-à-dire, en fait, les préférences changent au cours de l'action. C'est à un moment, les gens, ils trouvaient ça vraiment des cliniciens. J'ai connu des cliniciens purs qui d'un coup trouvaient merveilleux les niveaux, qui sont devenus des orthodoxes de la production de preuves scientifiques à un niveau même que moi-même je ne vais pas. Il y a l'importance des bricolages, de l'essai de l'erreur. Voilà, on a tâtonné. C'est pas aussi simple que ça. Je veux dire, pour dire, je vais pas présenter quelque chose d'ordonné. En fait, je pense qu'il y a beaucoup plus d'erreurs, de tâtonnage, de bricolage, d'opportunités. Et aussi la participation intermittente. Ça, c'est important, des membres. Parce que tout le monde n'est pas tout le temps en train d'agir, etc. Et il y a de temps en temps, il y a des gens qui montent, des gens qui sont plutôt en retrait, etc. Donc, ce modèle, c'est pas péjoratif de la poubelle. C'est une façon c'est souvent la façon dont nos organisations avancent. Et donc c'est plutôt Princeton, donc c'est plutôt un bon modèle, enfin un bon modèle en tout cas pour l'université, mais on peut l'appliquer à d'autres systèmes. Donc voilà pour ma petite contribution. Voilà, j'espère vous retrouver en 2024, j'espère que ma prédiction va se réaliser, qu'on sera en 2024. Merci. Voilà.